Alors, comment faire pour enregistrer un audio de qualité? Comment faire pour que selon là où vous êtes, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous puissiez enregistrer un audio de très bonne qualité, un audio qui soit fiable, donc un son qui soit fiable, qui soit viable. L'audiovisuel, c'est l'audio et le son. Les deux vont ensemble et il ne faut pas privilégier un pour laisser l'autre. Donc, il faut traiter les deux éléments avec beaucoup d'attention. En matière d'enregistrement audio, la première des choses qu'il faut savoir, il y a ce qu'on appelle le niveau de son, le niveau d'entrée. Ok, le niveau d'entrée du son, c'est un élément très important. Alors, il faut prêter attention parce que c'est de là que tout part. C'est à l'enregistrement, c'est depuis l'enregistrement que vous devez prendre toutes les dispositions pour que votre son soit au bon niveau. Ok, donc le bon niveau, c'est quoi concrètement? Le standard, c'est que votre niveau d'entrée ne dépasse pas les moins 12 décibels. Alors, lorsqu'on parle de niveau moins 12, vous allez le voir, on va essayer de rentrer dans une caméra, par exemple, et puis entrer au niveau du son. Ok, nous allons entrer au niveau du son. Par exemple, regardez ça. Ça, c'est une caméra que voilà, je montre. Nous sommes là dans le menu. C'est une caméra de la marque Canon. Ça, c'est le menu Canon pour ceux qui connaissent. Donc, les menus Canon, vous pouvez vous reconnaître. Alors, nous sommes ici dans le menu du son. Ok, enregistrement son. Nous allons entrer dans enregistrement son. Et je vais bien vous montrer le micro que j'utilise ici. C'est le micro que je vous ai présenté la dernière fois également. Le micro omnidirectionnel de chez Boya. Ok, donc ce micro-là, je vais le placer ici. Voilà. Je le place là. Et puis, on repart toujours dans la caméra. Alors, vous voyez que ici, au niveau du niveau d'entrée de la caméra, vous allez donc voir que quand je parle, le vumètre qui affiche donc le niveau audio me montre que je dépasse les moins 12. Que je dépasse, mais ici, c'est écrit 12 décibels. OK? Selon le type de caméra, ça sera affiché peut-être d'une façon différente. Mais à partir du moment où déjà, c'est écrit sur la même ligne où il y a les chiffres 40, 12 et 0, vous voyez qu'il y a moins dB. Donc, ce qui veut dire que les chiffres qui sont là, ça doit être précédé de moins. Donc, si on a 12 ici, mais c'est en réalité moins 12. Alors, donc, je vois que quand je parle, je suis à plus. Je dépasse les 12 ou les moins 12. Donc, déjà, c'est un danger. Voilà. Vous devez vous dire que là, c'est un danger déjà d'enregistrer et que votre niveau d'entrée dépasse déjà assez fortement les moins 12 décibels. OK. Alors, donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons réduire. Nous allons descendre au niveau d'entrée audio. Nous allons cliquer pour entrer. Et nous allons baisser le niveau au fur et à mesure. Nous baissons le niveau au fur et à mesure de sorte que lorsque nous parlons, nous ne puissions pas dépasser les moins 12. OK? Voilà, je pense que peut-être à ce niveau, déjà, c'est bon pour moi. OK? À ce niveau, c'est bon pour moi parce que le topo, c'est quoi? Le topo, c'est de ne pas être trop haut ni trop bas. Parce que si, par exemple, je reviens là, si par exemple, j'essaie de descendre trop mon niveau pour qu'il soit trop bas, vous allez voir que si le niveau est trop bas, c'est aussi dangereux. Pourquoi? Parce que je risque d'enregistrer avec des bruits sans le savoir, c'est-à-dire des bruits de fond sans le savoir. Et lorsque j'irai faire mon montage, je vais augmenter le son puisque le niveau est trop bas à l'entrée, à l'enregistrement. Donc, il va falloir augmenter le son. Et lorsque vous allez augmenter le son au montage, vous allez maintenant vous rendre compte de tous les bruits de fond qui existent. OK? Donc, voilà pourquoi il ne faut pas mettre le niveau trop bas, mais il faut être à un juste niveau. Donc, nous allons essayer de remonter le niveau pour que lorsqu'on parle, nous soyons juste à côté de moins 12 décibels. OK? Donc là, je vois que j'ai dépassé. Voilà, j'ai dépassé un peu. Ici, je pense que quand je suis à ce niveau-là, je pense que pour moi, déjà, c'est bon. OK? Donc, voici de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on dit de ne pas dépasser les moins 12 décibels lorsque vous faites votre enregistrement. Donc, à l'enregistrement, il va vous falloir donc vérifier, prêter attention à cela. Donc, c'est pourquoi il est très important de savoir où se trouve le réglage audio
soit de votre caméra ou de votre appareil enregistreur numérique audio. Alors maintenant, en plus de ça, en plus du niveau audio, il y a aussi le positionnement du micro. Parce que c'est avec le micro qu'on capture le son, ok? Donc, il faut comprendre et savoir comment positionner le micro pour que vous puissiez capturer le son d'une façon beaucoup plus présente, d'une façon beaucoup plus propre. Ok, alors nous allons essayer de voir tout ça dans les détails. Déjà, même avec ce micro que j'ai là sur ma table. Vous voyez là où est-ce qu'il est positionné, peut-être là, puisque il est un peu en face de moi, vous n'allez pas bien le voir. Mais si je prends la distance, ok, nous allons essayer de faire un petit exemple. Vous voyez la distance? Vous voyez la distance comme ça? Ok, je vais essayer de positionner le micro à peut-être cette distance, comme ça. Une petite distance comme ça, ok? Comme ça, ok, vous voyez? Alors, généralement, il faut se positionner pour ce type de micro dynamique, ok, qui a une directivité cardioïde. Donc, comme on l'a dit la dernière fois, qui a une directivité cardioïde ici, il faut la plupart du temps se positionner en face ou alors juste sur le côté, mais pas très loin, entre 5 et 10 cm au maximum. Ok, entre 5 et 10 cm au maximum, si vous voulez capturer le son avec beaucoup plus de présence. Ok, donc là, par exemple, moi, je suis environ, on va dire, 8 cm à peu près du micro. Mais vous allez voir que si j'essaie de me retirer un peu, là, je suis à plus de peut-être 20 cm du micro. Est-ce que ça a le même son? Est-ce que ça a la même résonance? Est-ce que vous ressentez la même présence de voix par rapport à lorsque je suis à ce niveau, par exemple, de 8 cm? Donc, vous comprenez que le positionnement a aussi une importance, ok, capitale. Pour la dernière fois, on en a parlé également, hein, les types de micros les micros dynamiques, ok, comme les Shure, les micros à main dynamiques, comme celui-là par exemple. On a dit, c'est un micro également cardioïde, ok, il est cardioïde. Donc, il faut aussi toujours se mettre un peu bien proche du micro. La même chose comme celui-là, c'est le même type de micro et puis la même directivité. Donc, voici le positionnement qu'il faut pour ce type de micro dynamique, micro à main, micro de scène, tout ça, micro podcast, voilà. Il faut être à une position, à une distance qui soit raisonnable, ok? Là, j'ai par exemple mon micro, là, on fait comme ça. On fait comme ça et donc la bouche doit être là et puis l'autre bout est sur le micro. Et donc, c'est à partir de là que, généralement, vous pouvez positionner soit votre pop votre anti-pop. Et puis, donc, du coup, à partir de là, lorsque vous chantez, vous allez avoir un son qui est clean, qui n'est pas trop présent, trop proche, mais qui est à un niveau normal, ok? Donc, à ce niveau-là, par exemple, lorsque vous vous positionnez à ce niveau comme ça, vous chantez dans votre micro et vous allez avoir un son sûrement qui est bon. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi, la dernière fois, vous vous êtes rappelé, on a vu les micros super cardioïdes. Ok, par exemple, là, j'ai un micro super cardioïde qui est dans un blimp. Un blimp, vous voyez que ça ressemble un peu à un sous-marin. Voilà, donc c'est comme ça, c'est pourquoi on l'appelait un blimp. En fait, à l'intérieur, c'est un micro, je vais ouvrir ici. Je vais ouvrir. À l'intérieur, il y a le micro Rode NTG1. Ok, il est à l'intérieur. Je vais ouvrir totalement pour que vous puissiez bien voir le micro. C'est le même micro que je vous avais présenté la dernière fois. Laissez-moi ouvrir par ici. Je n'ai pas ouvert en bas. Voilà. Donc, c'est le même micro que j'avais présenté la dernière fois, le Rode NTG1, un micro super cardioïde, ok? Ça, il est avec des suspensions pour éviter que quand on bouge, ça ne fasse du bruit, ok? Donc, il est avec des caoutchoucs, il est dans des caoutchoucs, donc quand on bouge, ça ne fera pas de bruit. Alors, ce micro-là, par exemple, la dernière fois, comme on l'a dit, c'est un micro super cardioïde, il prend le son un peu loin, mais attention, c'est pas parce qu'on a dit qu'il prend le son loin que vous allez vous mettre à 4 mètres et puis essayer d'enregistrer. Vous n'allez pas avoir un bon son parce que ce n'est pas de la magie, ok? Même avec ces genres de micros super cardioïdes, il faut être, selon la norme, se trouver à une distance de 1 mètre, ok? Ce qui est conseillé, c'est d'être à environ 1 mètre
du sujet qui est en train de parler, du sujet que vous capturez. OK? Vous devez être... Donc, si par exemple, c'est un micro qui se positionne généralement hors champ, donc le hors champ, on estime que voilà mon cadre qui est là. Moi, si je place le micro comme ça, il est hors champ, mais je dois le pointer sur moi. Là, par exemple, il a environ peut-être 60 cm de moi. OK? Mais si c'est quelqu'un qui le tenait, la personne pouvait tenir le micro comme ça, et puis il est hors champ, je parle, mais on entendra parce que c'est un micro qui capture la voix un peu loin. OK? Maintenant, il faut donc savoir que il faut tout faire. Ça va dépendre du champ, du cadrage de votre production, de votre scène. Mais il va falloir tout faire pour que vous soyez beaucoup plus proche du sujet. Voilà, ça c'est la norme. C'est pas parce que c'est un micro qui prend loin que vous n'allez pas faire d'efforts pour être loin. Tant que vous pouvez être le plus proche possible, rapprochez-vous le plus proche possible comment on appelle ça, de la personne, du sujet. OK? Rapprochez-vous le plus proche possible du sujet pour que vous puissiez capturer un son qui est agréable. Parce que en matière de capture de son, quand plus vous êtes très loin, vous ne pouvez pas avoir une véritable présence vocale, une présence de la voix de la personne que vous capturez. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut toujours faire en sorte que vous soyez beaucoup plus proche. En tout cas, pour ce type de micro, pour enregistrement de film, par exemple, il faut faire en sorte que vous soyez toujours plus proche, généralement à environ 1 mètre si vous pouvez. Mais si votre cadrage est trop large, bon, vous êtes obligé, à l'impossible nous n'est tenu, vous êtes obligé de vous positionner peut-être à 1,50 m. Bon, mais dans tous les cas, il faut le pointer en direction du sujet qui parle pour que vous puissiez capturer le son. Parce que ce genre de micro-là, si vous le pointez, que vous changez de direction, eh bien, il ne capture pas exactement la personne qui est en train de parler. C'est pourquoi lorsqu'on fait un enregistrement en film, quand quelqu'un est en train de parler, même si c'est par exemple deux interlocuteurs, deux personnes qui sont en train de faire un dialogue, lorsque quelqu'un parle, le perchiste a tendance à tourner le micro vers celui qui est en train de parler. Et lorsque le deuxième intervenant parle, il tourne le micro. Attends, je vous montre. Quand par exemple c'est moi qui parle, on tourne le micro vers moi. Si c'est mon interlocuteur qui parle, on doit tourner le micro vers lui. Parce que si on ne tourne pas le micro vers mon interlocuteur et que le micro est toujours pointé sur moi, ce que mon interlocuteur dit ne sera pas bien capté. OK? Ne sera pas bien perçu. C'est pourquoi il faut pointer, pour ce genre de micro-là, toujours, il faut pointer le micro sur celui qui est en train de parler. Voilà. Et vous allez certainement le voir dans les tournages de films. Si vous voyez des making-of de films, vous allez voir que le perchiste, il a tendance à toujours tourner le micro selon celui qui est en train de parler. Il tourne le micro. Voilà. C'est la raison qui explique cela. Voilà. Donc ça, c'est pour les micros de type pour les films. Donc voilà, nous avons donc vu comment est-ce qu'il faut positionner le micro. Ça, c'est le deuxième élément. Bien, alors maintenant, nous allons voir la gestion des bruits. Le troisième point, c'est la gestion des bruits. Alors, pour capturer un audio de bonne qualité, eh bien, il faut savoir gérer le bruit. Quand on parle de bruit, la plupart du temps, on pense que c'est seulement, comment on peut dire, ça dit, le bruit vacarme des gens dehors, derrière, tout ça, non. Mais il y a aussi le bruit, même des appareils. Parce que vous savez, tous les appareils qui peuvent faire un enregistrement audio, ça veut dire qu'ils ont un amplificateur. C'est-à-dire que voilà, ils ont une puce qui leur permet de faire capturer le son. Et donc, ces puces-là sont fabriquées de différentes manières. Il y a des puces, des capteurs donc, de son qui ont tendance à avoir un bruit interne déjà. C'est-à-dire qu'il y a déjà un bruit interne même dans l'appareil, dans le système de capture du son. OK? Donc ça, c'est déjà un bruit interne même à l'appareil, en plus de bruit que vous allez avoir dehors dans votre environnement. Alors donc, quand on parle de bruit, c'est de tout cela qu'on parle. Il faut donc prendre en compte tous ces aspects-là. Lorsque vous êtes en reportage, que vous voulez faire un reportage, vous êtes en pleine rue, par exemple, vous voulez interviewer quelqu'un, c'est tout à fait normal qu'il y ait du bruit des voitures, du bruit des passants, du bruit des gens qui sont autour. C'est tout à fait normal. Alors moi, j'ai vu souvent certains reportages où des gens, après avoir enregistré ce son, au montage, ils veulent supprimer les bruits. C'est-à-dire qu'ils font un montage où ils suppriment
avec les traitements audio de Audition, par exemple, Adobe Audition, ils essaient d'enlever le bruit de derrière, bruit de voiture, bruit des gens qui passent. Et puis finalement, vous avez un son qui est altéré, qui est dégradé, parce qu'on sent, quand on fait un traitement pour enlever du bruit, un bruit qui est naturel, vous voulez l'enlever, on sent immédiatement que c'est pas ce n'est plus naturel. Ok, donc s'il vous plaît, laissez ces bruits-là parce que vous êtes en situation normale, vous êtes en situation naturelle. Vous n'êtes pas en train d'enregistrer un son dans un studio, nous en parlerons. Vous n'êtes pas en train d'enregistrer un son dans un studio, vous êtes en reportage naturel, vous êtes dans un environnement naturel. Donc on doit savoir voir votre environnement naturel. C'est pourquoi il faut connaître dans ce type d'environnement quel type de micro il faut choisir. Parce que si vous prenez un micro omnidirectionnel pour faire un reportage en pleine rue, c'est sûr que les bruits autour seront un peu plus présents parce que le micro omnidirectionnel, souvenez-vous, il capture le son 360 degrés. Ok, donc il a beaucoup plus d'intensité de captation. Ne faites pas disparaître les bruits totalement, mais utilisez le micro qu'il faut pour que le micro lui-même, il réduise légèrement les bruits, il rejette légèrement les bruits et qu'il prenne beaucoup plus, qu'il capture la voix de la personne qui parle et que cette voix-là soit dominante simplement par rapport au bruit. Donc déjà, dans un premier temps, ça c'est la première gestion du bruit qu'il faut faire. Mais avant tout cela, une autre manière de gérer ce bruit-là, c'est déjà de faire tout. C'est-à-dire, avant de commencer votre tournage, il faut faire en sorte, tant que cela dépend de vous, mais tant qu'il est possible, il faut tout faire pour trouver un environnement qui soit le moins bruyant possible. Maintenant, le traitement également du bruit, par exemple, dans un studio d'enregistrement. On en a parlé brièvement un peu dans la précédente vidéo. Mais dans un studio d'enregistrement, il faut forcément faire un traitement acoustique de votre cabine, de votre salle. Il faut faire un traitement acoustique. Le traitement acoustique, c'est quoi? C'est de mettre des panneaux de traitement de son, des panneaux acoustiques qui sont généralement faits de mousse, comme par exemple ce petit panneau là qui est sur derrière ce, ok, pour ce micro studio là, ok. Vous voyez ça, ce sont des mousses, ok, que je mets juste derrière le micro studio pour éviter que. Alors le but de ça, attendez, hein, je vais éteindre ce micro là pour ne pas qu'il soit allumé pour rien et que sa batterie se décharge pour rien. Ok. Alors le but du traitement acoustique, c'est quoi? Vous savez, le son, c'est de la physique. Si en face de moi, il y a un mur et que je parle, puisque c'est de la physique, quand je parle, le bruit que je fais, je pousse du vent, ok? Et ce vent que je pousse là, il va forcément aller taper la surface qui est en face, ok? Et lorsqu'il tape la surface qui est en face, c'est pas tout. Il ne va pas rester là comme ça. Il va rebondir pour aller sur une autre surface. Donc, c'est comme ça, ce qu'on appelle l'écho, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le rebondissement du son sur les surfaces. Donc, lorsque vous avez une surface qui est trop plate, là où vous faites l'enregistrement, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'écho. Pourquoi? Parce que le son se répercute plusieurs fois dans plusieurs endroits avant de disparaître. Donc, c'est cela qu'il faut essayer de traiter. Le traitement acoustique consiste généralement à faire en sorte que il y ait moins d'espace rigide. Généralement, même vous pouvez faire un traitement acoustique avec des rideaux. Pourquoi? Parce que comme le rideau, il n'est pas rigide. Donc, lorsque le son tape, ça aura tendance à bouger. Et donc, le son ne va pas se répercuter de la même manière que s'il tombait sur une surface qui est rigide. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, justement, la mousse, puisque vous voyez que dans la mousse, généralement, dans les studios, ce sont des trucs comme des plaquettes d'œufs. Vous voyez, les plaquettes d'œufs, c'est voilà, comme ça, il y a des trous à l'intérieur. Donc, c'est pour faire en sorte que le son se perde dans les méandres des trous. OK? Donc, à force de tourner dans les méandres, le son, finalement, il se perd. Et puis, au lieu de rebondir, en fait, il ne fait que se perdre dans les méandres. Et puis, finalement, il est atténué. Donc, voilà un peu la logique du traitement acoustique dans une salle. Donc, il faut positionner ces panneaux acoustiques là à des positions stratégiques selon la manière dont vous êtes positionné pour faire votre enregistrement. Maintenant, un autre bruit qu'il faut gérer également lorsqu'on fait un enregistrement, c'est le vent. Okay? Il y a aussi le vent. Il y a aussi le vent qui peut être un défi
à surmonter lorsqu'on fait un enregistrement audio. Parce que si vous faites un enregistrement dehors, par exemple, et qu'il y a du vent, si votre micro n'est pas protégé, eh bien, vous aurez des effets désagréables dans le micro. J'ai pas envie de souffler dans le micro parce que je vous ai dit, on ne souffle pas, c'est pas bon. Mais lorsque le vent, lui, il souffle, vous allez entendre ce que ça fait. Ça fait pendant que la personne parle. Il y a un bruit qui frappe la membrane du micro et qui fait que c'est désagréable à entendre. Donc, généralement, pour gérer cet effet de bruit là, il y a ce qu'on appelle les pare-brises. Les pare-brises, ce sont des mousses ou bien des éléments, des outils, des accessoires qu'on pose sur le micro et qui sont censés bloquer d'une certaine manière, dans une certaine mesure, bloquer le vent. Ok, je vais vous montrer un exemple de pare-brise. Voici par exemple un pare-brise qui est le pare-brise du Rode NTG1 que j'ai de l'autre, enfin, dans le micro pour faire les enregistrements. Donc, vous voyez, ce genre de pare-brise, lui, les Anglais l'appellent le dead cat. Le dead cat, ça veut dire chat mort. En fait, c'est comme pour dire que c'est des poils de chat, mais en réalité, c'est des poils synthétiques. Hein. Voilà, donc aucun chat n'est mort pour ça. Et généralement, c'est un poil synthétique de chat ou de lapin, voilà, parce qu'on estime que Dieu les a dotés de façon naturelle de poils qui les protègent contre le vent, le froid et tout cela. Donc, c'est des poils qui permettent, lorsque le vent souffle, de se perdre un peu dans les poils, machin, tout ça, et puis de réduire l'intensité du vent. Donc, lorsque vous êtes dehors dans des situations climatiques qui sont un peu difficiles, où il y a beaucoup de vent, il faut vous assurer d'avoir ce genre de pare-brise, ce genre de bonnet de pare-brise dead cats, ok, qui vous permettent de réduire l'effet du vent. Parce que c'est vrai, vous pouvez mettre ce genre de bonnettes anti-vent. On appelle ça également des bonnettes anti-vent. Mais ça, c'est en mousse, simplement. Ces bonnettes anti-vent là ne peuvent pas supporter une certaine puissance de vent. Ok? Ces bonnettes anti-vent sont généralement pour la bouche, c'est-à-dire que pour le vent que produit la bouche. Et c'est pareil également pour les micros, pour les productions de films. Alors, donc, c'est pareil pour ici également, hein, ce micro-là. Ce blim que vous voyez là, c'est déjà un anti-vent. C'est la première protection anti-vent déjà pour ce pare-brise-là. C'est la première protection anti-vent qui est là. Je pense que je vous présente bien. OK? C'est la première protection. Donc, ça, déjà, pour un certain type de vent, parce que vous savez que les vents, il y a des puissances, soit 20 km/h, 40 km/h, 60, 80 km/h. Maintenant, au cas où le vent est un peu trop fort, ok? Là, en ce moment, on prend lui aussi son dead cat. Vous voyez que ça, c'est un autre format par rapport à celui-là, ok? Donc ça, c'est un autre format. Donc, on va prendre lui maintenant son dead cat. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, on va venir le recouvrir. Ok, on va le recouvrir. Voilà. Donc, on le referme comme ça. Et puis, on a notre dead cat. On a notre micro qui est bien protégé. Voilà. J'espère que vous voyez bien. OK. Donc, voilà. On a mis le même micro là dans un comment on appelle ça, un pare-brise qui est maintenant en poil. Et là, lui va appliquer une autre résistance au vent qui va permettre de bloquer les vents qui sont un peu plus forts. OK? Donc, voilà un peu ce qu'on peut prendre pour traiter les bruits, pour essayer de gérer les bruits, diminuer les bruits de vent, les bruits et autres types de bruits. Donc, voilà un peu déjà au niveau des accessoires. Des accessoires qu'on peut utiliser pour gérer les bruits déjà au niveau de l'enregistrement. Maintenant, en plus des accessoires, il y a aussi les pratiques. Les pratiques, c'est quoi? C'est comment manipuler le micro pendant un enregistrement. Par exemple, lorsque vous êtes en train de faire un enregistrement audio avec un micro que vous parlez, il faut éviter, c'est-à-dire lorsque vous saisissez le micro, il faut faire en sorte que vos mains ne bougent plus. Quand on saisit le micro, il faut le saisir comme ça
ok, il faut le saisir et ne pas bouger, c'est-à-dire ne pas, pendant qu'on est en train d'enregistrer, ne pas faire des mouvements avec les mains. Ça, c'est une pratique qu'il faut éviter. Il faut s'habituer à, lorsqu'on tient le micro, à ne plus bouger les mains, à ne plus bouger les mains. On peut bouger le micro, ok, mais on ne doit pas bouger les mains. Les mains ne doivent pas se frotter à la paroi ou comment on appelle ça, donc au châssis du micro, parce que ça produit du bruit forcément dans le micro. Donc, pour éviter de produire du bruit, il faut éviter de faire des manipulations de la main pendant qu'on est en train d'enregistrer. Donc, ça, c'est une bonne pratique. C'est ce qu'on appelle les bonnes pratiques pour limiter les bruits de micro. OK? Ça, ce sont les bruits de micro. Ce n'est pas les bruits environnants, mais c'est le bruit maintenant du micro qu'il faut éviter aussi en sachant comment tenir ce micro dans la main. Maintenant, il y a les plosives, il y a la gestion des plosives. Les plosives, c'est en fait les consonnes qui produisent un peu plus de vent. Les consonnes comme to, do, po, ok? C'est des consonnes, lorsqu'on les prononce, elles ont tendance à propulser beaucoup plus de vent. Donc, ça a tendance à fatiguer un peu la membrane du micro. Et donc, ça produit généralement des sons qui sont un peu désagréables dans le micro. Donc, ces plosives-là, on les gère. Ces bruits de bouche là, on les gère avec les bonnettes. Donc, il faut avoir des bonnettes qui soient un peu plus épaisses pour bien absorber ces plosives là. Il y a des micros qui ont déjà des mousses internes dans la capsule avant même qu'on ne mette encore une mousse extérieure. Ok, mais dans tous les cas, c'est toujours bien de mettre une mousse extérieur encore sur le micro. Maintenant, au studio, par exemple, il y a ce qu'on appelle les filtres anti-pop. Les filtres anti-pop, c'est ce truc qui est là. Regardez celui-là, le rond là, celui qui est rond là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hein? Voilà. Donc, c'est lui qu'on appelle le filtre anti-pop. Bien. Alors, je pense que nous avons fait un peu le tour des différentes pratiques qu'il faut pouvoir mettre en place pour pouvoir limiter les bruits. Mais il y a aussi ce qu'on appelle un autre élément qui est une bonne pratique aussi, c'est le monitoring. Il faut pouvoir toujours faire le monitoring de son niveau audio, de son audio. Ça veut dire quoi? Le monitoring, c'est-à-dire c'est avoir non seulement l'œil sur votre enregistrement, mais également les oreilles sur votre enregistrement. Donc, il y a deux types de monitoring. Le monitoring visuel et puis le monitoring auditif. OK? Donc, pour le monitoring visuel, c'est ce que je vous avais montré en tout début. Quand nous sommes rentrés dans la caméra, il y a le niveau qu'on voit sur la caméra qui nous permet déjà, à partir des yeux, de voir si le son atteint le moins 12 ou pas. OK? Donc, de façon visuelle, on peut savoir si notre son est déjà bien calibré, s'il n'est pas trop bas, s'il n'est pas trop haut. Ça, c'est le monitoring visuel à partir du vumètre. Le vumètre, c'est un élément graphique qui vacille en fonction de l'entrée du son, qui vacille et en fonction d'un code couleur, ça part du vert, jaune au rouge, qui nous permet de nous situer si nous sommes dans les bons niveaux ou si nous sommes dans des niveaux qui sont en train d'aller dans le danger ou bien si nous sommes carrément dans le danger qui est le rouge. Donc le vert, ça veut dire que le niveau est bon. Quand on rentre dans les jaunes, ça veut dire que le niveau est relativement en train d'être pas trop bon. Et lorsqu'on est dans le rouge, ça veut dire qu'on est dans la saturation. Donc, il faut éviter généralement d'être dans le rouge et de rentrer même dans le jaune. Il faut toujours s'assurer que nous sommes dans les verts lorsque nous faisons un enregistrement. OK? Parce que l'enregistrement, s'il est raté au début, c'est très, très, très difficile. Même les plus grands ingénieurs vous diront que c'est très difficile de rattraper un son qui est saturé. Un son qui est peut-être trop bas, on peut faire quelque chose. On peut le rattraper. Mais un son qui est saturé, c'est-à-dire qui a dépassé le niveau. La dernière fois, avant même de faire cette vidéo, j'ai fait une expérience avec l'IA pour vérifier. J'ai enregistré un son qui était un peu légèrement saturé. J'ai essayé de lui demander de voir s'il peut traiter le son. Mais ce qu'il m'a fait sortir est encore plus pourri que ce que je lui ai donné. Donc, pour dire que, bon, comme la technologie évolue, certainement que peut-être d'autres modèles IA arriveront à traiter cela. Mais lorsque le son est saturé, c'est très difficile de le rattraper. Donc, il faut faire un bon monitoring. Le premier monitoring, c'est le monitoring visuel qui vous permet déjà donc de voir
avec vos yeux si vous êtes dans le bon niveau. Maintenant, il y a le monitoring auditif. Le monitoring auditif se fait avec des casques. Alors, quand on dit un casque, ce n'est pas des écouteurs. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prendre des écouteurs de téléphone pour faire du monitoring. Pour être professionnel, ce n'est pas recommandé. Voilà, parce que les casques, les écouteurs ne sont pas véritablement faits pour le monitoring de production. OK? Pour le monitoring de production, il faut des casques qu'on appelle des casques circumorales. Il y a 3 types de casques, on va dire. Là, les casques intra-auriculaires. Intra-auriculaires, c'est ce qu'on appelle les écouteurs qu'on met dans les oreilles. C'est intra-auriculaire. Il y a des casques supra-auriculaires. Supra-auriculaires, ça veut dire que c'est des casques qui se posent juste sur les oreilles. Les casques ont pratiquement la dimension un peu des oreilles, donc ça se pose juste dessus. Maintenant, il y a les casques circumorales. Ce sont des casques qui englobent totalement, qui referment totalement les oreilles. Ce sont ces casques-là qui sont conseillés pour le monitoring de production professionnelle parce que c'est des casques qui éliminent, c'est-à-dire qui bloquent les bruits, c'est-à-dire qui bloquent carrément tous les oreilles, de sorte on va dire, à couper les bruits extérieurs pour que vous puissiez véritablement être focus, concentré sur le son que vous capturez. OK? Parce que lorsque vous mettez des casques qui sont collés juste aux oreilles ou bien des écouteurs, il y a beaucoup de bruits extérieurs qui viennent perturber ce monitoring-là, ce son. C'est pourquoi il faut des casques qui referment totalement. Ici, par exemple, ce casque-là, lorsque je le mets, il referme, c'est-à-dire mes oreilles sont totalement englouties. Les oreilles sont totalement englouties. Totalement. On ne voit plus même de traces de mes oreilles. OK? C'est circumoral. Ça ferme totalement. Ça engloutit les oreilles. Et là, les bruits extérieurs sont coupés. Et puis, je peux bien monitorer mon son. Le casque est très important. Pourquoi? Parce que il vous permet de contrôler quelque chose. Vous savez, souvent, même quand vous contrôlez avec le visuel, avec le vumètre, vous contrôlez, vous voyez le niveau d'entrée de son. Souvent, il peut arriver qu'il y ait des bruits légers internes, c'est-à-dire des bruits légers, souvent des bruits d'interférence que vous ne pouvez pas percevoir avec juste votre vumètre à l'écran. C'est pourquoi il faut toujours avoir un casque pour vérifier si le son que vous recevez est véritablement propre et dépourvu d'interférences de son et tout cela. Eh bien voilà, chers amis, j'espère que cela vous a appris quelque chose. Eh bien, on se retrouve la prochaine fois pour un autre sujet encore plus intéressant. Ciao. Gamako Entertainment.